bientôt une décennie dans une exceptionnelle dynamique de développement, avec une croissance d'environ 8% sur la période 2011-2019. La croissance attendue en 2020 s'établit à 7,2%, mais celle-ci pourrait être bien contrariée et s'établir à la moitié de ce chiffre, à savoir 3,6%. Qu'en sera-t-il du plan national de développement, le PND 2021-2025? Pour répondre à ces questions, le speaker principal du jour est Mme Nialé Kaba, ministre du Plan et du Développement. Nous sommes ici à Makori, qui accueille cette session. Pour cela, le maire et son conseil municipal nous diront, M. Raoul Abi, le maire, nous dira ce qui est fait dans sa commune pour casser la propagation de la contamination. En tout cas, il nous parlera des efforts établis ici dans sa commune. Pour commencer, je voudrais ici accueillir Madame le ministre du Plan et du Développement, Mme Kaba Nialé, sur les dispositifs pris au niveau de son ministère pour assurer la continuité du développement de la Côte d'Ivoire. Madame le ministre. Merci, c'est le directeur du CICG. Donc, monsieur le directeur général du CICG, monsieur le maire de la commune de Makori, mesdames et messieurs, tout protocole respecté, nous le savons tous, cette pandémie à coronavirus est une crise sans précédent qui affecte l'humanité tout entière, qui ébranle les systèmes sanitaires, mais également les systèmes économiques de protection des populations les plus vulnérables. La Côte d'Ivoire, qui a enregistré des performances économiques remarquables au cours des 8 dernières années, estimait sa croissance économique à 7,2% pour l'année 2020, comme vous l'avez dit. Et selon les données actuelles, avec l'impact du Covid-19, cette croissance serait réduite de moitié et s'établirait à 3,6%. Ceci dans l'hypothèse d'une maîtrise de la pandémie à fin juin 2020. Aujourd'hui, avec plus de 1000 cas confirmés, notre pays constitue le premier foyer de l'espace UEMOA avec des impacts certainement notables sur l'activité économique à tous les niveaux. C'est d'ailleurs par anticipation et prenant la pleine mesure de l'urgence sanitaire et sociale que le Conseil national de sécurité, présidé par son Excellence Monsieur le Président de la République, a pris d'importantes mesures dès le 16 mars 2020. Ces mesures, il faut le dire, sont vigoureusement respectées dans l'ensemble des services et structures de mon département ministériel. Et je voudrais ici également inviter l'ensemble des populations vivant en Côte d'Ivoire à les respecter pour limiter la propagation de la maladie et pour préserver des vies humaines. Mesdames et messieurs, conformément à sa mission de définition de la politique économique, le ministère du Plan et du Développement a contribué à la préparation du plan de riposte sanitaire, économique et humanitaire conduite sous la coordination
de M. Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre, ministre du Budget et du portefeuille de l'État. Dans le cadre de la mobilisation des ressources pour financer le plan de riposte sanitaire d'un montant de 91 milliards et le plan de soutien économique, social et humanitaire d'un coût de 1700 milliards, mon département contribue également à la mobilisation des ressources, notamment auprès de la Banque africaine de développement, des bailleurs arabes et du système des Nations unies. En termes de résultats, il est heureux de noter que la Banque africaine de développement a accepté de répondre à l'appel du gouvernement ivoirien avec un appui budgétaire en cours d'instruction à hauteur de 48 milliards de francs CFA. La Banque islamique de développement a également accepté d'accompagner le gouvernement à hauteur de 27 milliards de francs CFA pour assurer la prise en charge des soins dans les unités de soins intensifs. Le renforcement, pour assurer également donc le renforcement des capacités des structures sanitaires existantes, la fourniture d'ambulances médicalisées et la prévention de la transmission de la maladie. Le système des Nations Unies, quant à lui, apporte une réponse coordonnée à la mise en œuvre du plan de riposte en termes d'assistance technique et financière à hauteur de 12 milliards de francs CFA, somme qui résulte à la fois de la reprogrammation d'activités et de l'apport de financement nouveau. Donc au total, ce sont près de 90 milliards de francs CFA de concours que ces bailleurs se sont engagés à apporter. Bien sûr, les négociations se poursuivent pour mobiliser davantage de ressources. Ces financements, il faut le dire, viennent en complément de la contribution des autres partenaires au développement que sont le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, l'Union européenne et tous nos partenaires bilatéraux. Mesdames et messieurs, le ministère du Plan et du Développement mène également des études pour aider à la gestion de la crise actuelle. Ainsi, en vue de mesurer l'impact du Covid sur les conditions de vie des populations, l'INS, l'Institut national de la statistique, réalise une étude socio-économique avec l'appui du Programme des Nations Unies pour le développement. Il s'agit d'évaluer les effets de la crise sur les ménages et les opérateurs économiques du secteur formel et du secteur informel. Cette étude vise à fournir des informations basées sur les faits en vue de mieux apprécier la vulnérabilité induite par la crise à la fois sur les ménages et sur les opérateurs économiques. À cet égard, et compte tenu du Covid, les enquêtes se font par téléphone. Je voudrais donc ici remercier les 806 ménages et 468 entreprises enquêtées qui ont accepté donc de répondre au questionnaire et encourager les populations à nous accompagner car ces enquêtes se feront sur une base mensuelle pour pouvoir apprécier l'évolution de la situation. Pour l'heure, je puis dire que les premiers résultats seront disponibles dans les jours à venir. Mon département mène également avec l'UNICEF une étude sur les conséquences de la pandémie du Covid-19 sur les adolescents, les jeunes et les femmes en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, comme dans l'ensemble des secteurs d'activité, le Covid a fortement ralenti le bon déroulement des activités du ministère du Plan et du Développement. Et je voudrais rappeler quelques grandes opérations qui ont été impactées. D'abord, le recensement général de la population et de l'habitat. La tenue du dénombrement principal
qui était prévu du 20 avril au 15 mai, a dû être reporté pour deux raisons essentielles. En effet, les tablettes devant servir d'outils lors du recensement commencent seulement à être livrées maintenant à cause du Covid. De plus, les mesures arrêtées par le gouvernement ne nous auraient pas permis d'assurer la formation et le déploiement des agents sur le terrain. Il faut rappeler que c'est 37 500 agents qui seront formés et déployés en même temps sur toute l'étendue du territoire national pour assurer le comptage de la population sur une période de 3 semaines. La bonne nouvelle, c'est que les travaux techniques préparatoires sont quasiment achevés et que nous pouvons effectuer ce recensement à tout moment dès que les conditions le permettront. La deuxième grande activité qui a été impactée, c'est bien sûr la préparation du PND 2021-2025. Le Covid-19 a entraîné un glissement dans le calendrier de cette préparation. D'ailleurs, cette crise sanitaire va impacter inéluctablement imposer inéluctablement une redéfinition des priorités de développement du pays pour prendre en compte les défis émergents liés à ses répercussions économiques, sociales et humanitaires. En troisième lieu, je voudrais citer l'organisation des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement. Elle devait se tenir du 25 au 29 mai 2020 à Abidjan. Elles sont reportées du 25 au 27 août 2020, toujours à Abidjan, bien entendu avec l'espoir que les conditions sanitaires le permettent. En quatrième lieu, je voudrais citer l'École nationale de statistique et d'économie appliquée, centre d'excellence bien connu des Ivoiriens, dont nous assurons la tutelle, où les cours ont été suspendus depuis le 16 mars 2020, alors que le taux de progression des enseignements était à 72,17%. Une stratégie de relance des activités visant principalement le sauvetage de l'année académique a été élaborée. Cette stratégie mobilise les outils d'enseignement et de collaboration à distance et prévoit des activités de veille auprès des étudiants. Il s'agit à notre sens d'une stratégie réaliste que nous allons expérimenter, car il faut le rappeler, toute filière et tout niveau confondus, l'effectif total des élèves de l'NCA n'est que de 317. Enfin, dans le cadre du renforcement du système statistique national et pour des politiques sectorielles mieux ciblées, le gouvernement réalise périodiquement des enquêtes. Cette année, nous en avions programmé plusieurs, mais il y a une qu'il me semble important de rappeler. Celle-là a été programmée avec l'appui de l'USAID, l'UNICEF et la Banque mondiale. C'est la 4e enquête démographique et santé, dénommée EDS Côte d'Ivoire 2020. C'est une enquête importante qui donne des indicateurs relatifs à la situation des femmes et des enfants. Mais elle est importante à plus d'un titre parce qu'elle donne également des informations, des indicateurs qui rentrent en ligne de compte dans le calcul de l'indice de capital humain et de l'indice de développement humain, le fameux IDH qui intéresse beaucoup d'entre vous pour apprécier donc le niveau de développement du pays. Il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, nous avons encore des indicateurs qui datent de 2012,
qui font que l'IDH ne reflète pas forcément notre situation réelle, et on avait bon espoir que cette année, avec cette enquête, on puisse donc renseigner et calculer donc l'IDH avec des chiffres plus actualisés. Les activités préparatoires ont eu lieu en début d'année et différents scénarios sont en cours d'examen pour pouvoir donc réaliser cette enquête. Mesdames et messieurs, mon département, vous le voyez, est engagé aux côtés des autres ministères et institutions pour accélérer la mise en place, la mise en œuvre du plan de riposte avec un accent particulier sur la protection des populations les plus vulnérables. Également, nous allons capitaliser les acquis, les effets et les leçons tirées de la gestion de cette crise Covid-19 dans la stratégie de développement du pays, notamment dans l'élaboration du PND 2021-2025. Donc, telle est la substance de mon intervention. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Et maintenant, nous allons passer à la session questions-réponses. Mesdames et messieurs, portez vos masques. Madame le ministre Kabanyale porte son masque. Le maire Abi Raoul porte son masque. Le docteur Edith Kwasi de la santé et de l'hygiène publique porte son masque. Le commissaire principal Bleu Charlemagne, il porte le masque. Tout le monde porte son masque. Ils sont là, ils sont prêts à prendre vos questions. Le principe est connu, nous prenons des questions avec les internautes et aussi avec les journalistes en salle. Le principe est de se limiter à 5 questions. Si nous avons ces 5 questions, on appréciera s'il faut continuer. S'il vous plaît. Bonjour, moi c'est Mbrakounan, journaliste à Soir Info. Je vais m'adresser au commissaire principal, M. Bleu Charlemagne. Dans la nuit du jeudi à vendredi, des rumeurs ont fait état de ce que le coup-feu avait été élevé. Est-ce que aujourd'hui on peut dire que la police a réussi à maîtriser la situation? Et qu'en est l'origine? Est-ce qu'il y a eu des interpellations? Deuxième intervenant. Bonjour, je suis Cyprien Kwasi, journaliste à Abidjan.net. Alors ma question s'adresse au commissaire. Monsieur le commissaire, vous l'avez évoqué tout à l'heure dans votre intervention. Nous sommes déjà à 2 jours du jeûne musulman. Nos vénézuéliens sont bondés de monde. Vous leur demandez d'acheter les pains avant 21h. Des vidéos sur les réseaux sociaux nous a donné de voir qu'il y a du monde, les gens s'entassent. Quelles sont les résolutions ou les mesures que vont prendre la police pour pouvoir interdire ce genre de rassemblement? Merci. Troisième intervenant. Bonjour, Serge Viti, Marcory FM 91.7. Le ministère de la Santé a parlé de qualité de prise en charge en Côte d'Ivoire et à Marcory. Mais je voudrais qu'on nous explique le processus de prise en charge. On a parlé de confinement. À Marcory, vous savez qu'on a des cours communes. Si le confinement se fait à la maison, ça me pose un problème en termes de qualité. Nous avons un centre qui est ouvert en face de la CIE, qui est construit mais qui tarde à ouvrir. Après hésitation, on a parlé de résidentiel, on a parlé d'Aliodan, d'Anoumambo. Aujourd'hui, nous sommes en zone 4. Quand est-ce que ce centre-là va ouvrir? Et qu'est-ce qui sera fait là-bas pour les populations de Marcory? Je vous remercie. Troisième, oui, quatrième, je crois. Oui, bonjour Madame la Ministre. Je suis Stéphane Betty, journaliste à l'agence de presse panafricaine. Madame la Ministre, il est difficile d'évaluer l'impact du Covid-19 sur le plan économique. Y a-t-il un plan de sortie de crise après le passage de cette maladie mortelle? Concernant le ministère de la Santé, Madame la représentante, tout récemment, Madagascar a découvert un remède
Que pense le ministère de la Santé concernant ce médicament? Merci. Oui, la dernière question avant que nous passions... Bonjour, je suis Franck Souoné du quotidien L'Inter. Je voulais demander au commissaire principal Bleu Charlemagne, qu'est-ce qui est fait pour entrer pour les quartiers où des personnes se cachent dans des petits coins pour prendre des pots jusqu'au-delà du couvre-feu, parce qu'on constate cela souvent dans les quartiers. Est-ce que les patrouilles peuvent entrer également dans les quartiers pour interpeller ou appeler ces personnes-là à l'ordre? Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Une question ici d'un internaute, je pense qu'il s'adresse à Madame le ministre du Plan du Développement. Nous voulons simplement la subvention des denrées alimentaires, des denrées de première nécessité, telles que le riz, l'huile, le sucre, le savon et autres. Voilà. Madame le ministre, pour répondre aux questions, nous allons commencer avec vous. Merci, Monsieur le directeur. Effectivement, donc, au niveau des interventions, je note déjà que les intervenants ont des préoccupations très très pratiques liées donc à leur quotidien immédiat, à la gestion immédiate de la crise. J'ai noté une intervention en ce qui concerne l'agence panafricaine, c'est ça, de presse, l'agence panafricaine de presse en ce qui concerne l'impact de la crise. Effectivement, il est difficile d'évaluer l'impact de la crise, simplement parce que pour prévoir, il faut avoir une bonne connaissance des effets de la crise pour pouvoir faire des hypothèses dans les différents modèles qu'on fait tourner. Comme on l'a dit, l'ampleur n'est pas connue. Cette crise, on la voit et on la vit au quotidien et c'est pratiquement chaque jour qu'on en apprend davantage. Il y a des scénarios dans ce cas qui sont faits. Le directeur du CICG avait parlé de ce scénario de 3,6%, mais c'est avec l'hypothèse que la crise, c'est-à-dire 3,6% de croissance contre 7,2 antérieurement, c'est fait avec l'hypothèse que nous avons une crise qui s'arrête à fin juin. Or, avec les chiffres que nous entendons, certainement que cette hypothèse va être battue en brèche, certainement que on va dire les prévisionnistes et les planificateurs vont se retrouver pour pouvoir faire de nouvelles hypothèses, pour apprécier l'impact de la crise sur l'activité économique. Elle concerne bien sûr nous-mêmes en tant qu'administration pour ce que nous faisons au quotidien. Elle concerne le secteur privé, tout secteur confondu, les grandes entreprises, les PME, le secteur informel. Nous avons des activités, nous avons une économie qui est fortement mondialisée, donc nous avons l'impact de la crise sur à la fois nos marchés d'approvisionnement, mais également nos marchés clients qui interagissent sur l'activité économique et sur l'impact de la crise. Au fur et à mesure que la crise se déroule, on en apprend davantage et certainement que les prochaines évaluations vont nous permettre d'en avoir l'ampleur, mais malheureusement, on peut s'attendre à ce que la baisse de la croissance ne se limite pas à 3,6% et que nous allions au-delà parce que nous sommes dans une trajectoire qui ne nous permet pas d'anticiper une fin de crise
à fin juin 2020. Qu'est-ce qui est fait pour atténuer l'impact de la crise sur le quotidien des Ivoiriens? Je pense que les dispositions ont été données par... les montants qui ont été engagés ont été donnés par le gouvernement et nous avons sur l'impact de la crise sur les populations vulnérables, en termes d'actions concrètes, nous avons à la fois le ministère du Commerce et de l'Industrie qui pose des actes en vue de la maîtrise des prix. C'est extrêmement important qu'il n'y ait pas d'inflation, que l'inflation soit maîtrisée, que cette crise n'induise pas une flambée des prix, ce qui viendrait aggraver la situation des populations vulnérables avec l'impact sur les revenus. Mais également, vous avez le ministère de la Solidarité qui pose des actions en termes de soutien aux populations, à la fois en vivres, mais également en transfert monétaire. À l'issue du dernier Conseil des ministres, vous l'avez entendu, des décisions ont été prises en vue de faire des transferts monétaires directs à certaines catégories de la population pour leur permettre de faire face donc aux conséquences du Covid-19. C'est sûr, le défi pour le gouvernement, c'est comment profiler et identifier ces populations, comment les cibler de façon à ce que l'appui aille à ceux qui en ont vraiment besoin. Tous les ministères techniques y travaillent et les études comme celles que nous menons avec le PNUD devraient justement aider à renseigner le gouvernement sur les populations cibles, mieux les identifier, mieux les caractériser et ce que je voudrais saluer, c'est que ce ciblage, à l'heure actuelle, il se fait avec vos collectivités, il se fait avec l'ensemble des acteurs. C'est un travail inclusif qui se fait à la fois avec l'administration centrale, mais également avec les acteurs décentralisés pour mieux connaître cette population et pouvoir leur apporter leur appui. Donc, c'est la réponse à celui qui veut la subvention. Elle se fait de façon directe, donc en faisant des transferts aux populations, mais de façon indirecte en maintenant le dialogue et la réglementation aussi avec les opérateurs privés pour qu'ils ne renchérissent pas le coût des biens de première nécessité en cette période de Covid où les revenus des populations sont amenuisés. Monsieur le directeur général, donc je voudrais m'arrêter là. Merci beaucoup. Pour Monsieur le maire, il n'y avait pas de questions précises, mais c'était utile d'avoir à nouveau Monsieur le maire. Nous sommes dans sa commune. Merci de nous accueillir ici. Et maintenant, nous accueillons Madame le ministre du Plan de développement, Madame Kabanyale, qui a reçu tout à l'heure des questions. Madame le ministre. Merci, Monsieur le directeur général. J'ai noté deux questions. L'une relative à l'école de statistique. Et c'était la question de savoir comment est-ce que les évaluations pourraient se faire. J'ai indiqué tout à l'heure que nous avions un taux de progression de 72% dans l'enseignement. Déjà, pour faire l'évaluation de fin d'année, il est important qu'on puisse finir l'année scolaire. Et les dispositions que nous prenons, c'est faire en sorte que les élèves puissent achever l'apprentissage technique, l'apprentissage théorique donc pendant l'année scolaire. Et ça, nous pouvons le faire, bien sûr, j'ai failli dire online, à travers en ligne, parce que, je l'ai dit tout à l'heure, les effectifs ne sont pas nombreux. En réalité, à l'NCA, il n'y a pas de classe de 50 personnes. La classe la plus fournie est de 45 personnes. Cependant, il faut respecter la distanciation sociale d'1 mètre. Il faut éviter les déplacements qui ne sont pas essentiels.
Les élèves sont dans des cités qui sont des cités tout à fait numérisées, donc il n'y a pas... la situation s'adapte à ce qu'on puisse donc, avec un bon coaching, les aider à finir l'année en termes de connaissances. Il faut savoir également que dans la formation à l'école, il y a beaucoup de pratiques avec des stages. C'est important, le stage pratique dans la formation des statisticiens. Et donc, nous sommes en contact avec donc, les structures d'accueil pour voir comment ces stages-là peuvent se faire. En ce qui concerne les évaluations, on pourra apprécier, c'est tout à fait possible des évaluations en ligne, mais pourquoi pas des évaluations physiques avec les effectifs que j'ai indiqués. Je vous l'ai dit, la classe la plus fournie a peut-être 45 personnes. Donc, d'abord, c'est la question de la formation, de l'accomplissement des stages qui est prise en charge, et ensuite nous allons affiner la question pour voir comment effectuer l'évaluation de fin d'année. La deuxième question concerne le recensement et le processus électoral. Je voudrais dire qu'en réalité, souvent la question qui nous est posée, c'est le lien entre le recensement et l'identification. Parce que le processus électoral, je suppose que la CEI va ouvrir en temps opportun la révision de la liste électorale, qui n'est pas le processus d'identification qui se fait actuellement, qui est en cours. C'est deux opérations différentes. Quand on dit recenser, en réalité, nous voulons compter les Ivoiriens. Pour parler terre à terre, c'est compter la population. Savoir où ils sont, quelles sont leurs caractéristiques socio-démographiques, pour que l'État, dans sa planification, dans la construction du pays, puisse adapter les équipements sociaux à la population qui en bénéficie. Si vous avez une population avec beaucoup de jeunes, vous allez chercher à leur faire pour caricaturer des stades, des centres de réjouissance, alors que si vous avez une population avec des vieux, bon, nous, on n'a pas encore ce type de population. Vous allez chercher des loisirs adaptés. De même, si vous construisez des écoles, vous avez besoin de savoir si, ou des châteaux d'eau, si c'est dimensionné à la population. Donc, c'est ce genre d'informations que nous cherchons. Donc, il y a quelle concentration de population où ils bénéficient de quelle infrastructure. C'est vrai que lors du recensement, nous demandons l'identité des populations. Nous ne vérifions pas d'ailleurs avec des pièces, parce que nous devons contrôler la qualité de nos informations après. L'identification, c'est autre chose. Je pense que la structure qui est en charge le fait bien. Ils ont besoin de vérifier l'identité. Ils prennent des empreintes, ce que nous n'avons pas besoin de faire. Nos données sont anonymisées. Cependant, ce n'est pas tout à fait séparé parce que notre travail, le travail préparatoire au recensement donne une telle information sur l'équipement du pays en infrastructure que les autres opérations, l'identification d'enquête peuvent s'en servir pour mieux organiser leur travail. C'est en cela que ça peut être lié. Nous avons des informations, nous pouvons les mettre à disposition pour que les gens puissent mieux organiser l'opération d'identification, mais c'est des opérations vraiment totalement séparées. Donc je voulais le dire, j'espère que j'ai répondu à la préoccupation de... merci beaucoup. Voilà, c'était la Nialé Kaba, ministre du Plan et du Développement, sur les questions relatives au recensement et la question des élections. Voilà, à tous les invités du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique, de la Police nationale, à monsieur le maire qui nous a accueillis ici, merci beaucoup. C'est la fin de cette session. Bonsoir. Demain.